pour l'introduction. Merci à Christophe et tout le centre de référence pour l'invitation et leur confiance. J'ai mis un fond d'écran de San Francisco pour faire croire que j'étais très loin, pour m'excuser de ne pas être là en présentiel, mais malheureusement, je suis en France et je regrette de ne pas être parmi vous. Donc, quand on a construit le programme avec Christophe et Esti pour cette première session, on s'est dit qu'on allait parler des carticelles et par rapport au topo que j'avais fait il y a 2 ans, je vais rajouter un petit peu de nouveauté après avoir fait un rappel général sur les carticelles. Donc, mes liens d'intérêt. Donc, on va d'abord prendre brièvement les généralités et le parcours patient d'hématologie qui reçoivent des carticelles. Et comme vous le savez, les carticelles sont des traitements qui sont le fruit de l'échec de beaucoup de traitements en cancérologie, puisque vous le savez, dans l'immunothérapie, l'activité des lymphocytes est restreinte par le HLA, et donc les cellules cancéreuses échappent à cette action par la down-régulation des molécules du HLA. Et donc, il a été euh, conceptualiser la réalisation d'un récepteur chimérique qui permet de s'affranchir de cette reconnaissance via le HLA avec un récepteur qui a des pouvoirs de transduction du signal en intracellulaire pour révéler totalement l'activité cytotoxique des lymphocytes T. Donc on a le fragment variable qui est en partie supérieure. Je vais essayer d'afficher une souris. Voilà. euh, qui reconnaît donc l'antigène cible, un domaine transmembranaire et un domaine de signalisation avec des molécules ITAM qui permettent de transduction du signal. En fait, ce récepteur chimérique, il est codé par ce qu'on appelle une cassette, donc une séquence génétique qui est apportée dans les lymphocytes T par un vecteur viral, ce que l'on verra un peu plus extensivement après, qui permet de coder pour toute cette séquence. Et ça a donné lieu à beaucoup d'améliorations sur ces récepteurs chimériques avec des cartes de différentes générations. La première génération, en fait, c'était des cartes qui n'avaient pas de molécules de co-stimulation du lymphocyte T. Et donc, il y avait une sorte d'énergie des lymphocytes T qui ne persistait pas et qui ne proliférait pas. Et donc, les efforts ont été faits à partir de la deuxième génération pour ajouter une première molécule de co-stimulation qui a été CD28 ou le 4,1-BB. La troisième génération va rajouter 2 molécules de co-stimulation et après d'autres générations qui vont rajouter la transduction d'un signal de cytokine pour améliorer l'activité des carticelles. Et finalement, la première application des carticelles, c'est aux alentours des années 2012-2015 aux États-Unis, dans les hémopathies lymphoïdes B, notamment dans la leucémie aiguë lymphoblastique, avec des carticelles qui reconnaissaient la molécule CD19 qui est exprimée par tous les lymphocytes B normaux et tumoraux. Alors, si on reprend le parcours global de production qui va nous servir pour la suite de la présentation, le patient va avoir une aphérèse, donc c'est une méthode de sélection des cellules mononucléées du sang périphérique par une machine de circulation extracorporelle. On va récupérer une couche leucocytaire, notamment les lymphocytes, pour qu'ils soient ensuite envoyés à une plateforme de production, de manipulation, pour permettre, en présence d'un vecteur viral, entre guillemets, d'infecter ces cellules lymphocytaires et leur transmettre un nouveau code génétique qui va s'intégrer au génome de la cellule et permettre l'expression, la co-expression de ce récepteur chimérique, donc dans des lymphocytes T et côte à côte avec des TCR natifs. Une fois l'expansion des cellules et contrôle qualité réalisés, les cellules vont être congelées pour être ensuite envoyées au centre de prise en charge du patient où il va recevoir cette injection. Et on considère que le délai entre l'aphérèse et la réinjection est de l'ordre de 4 semaines environ. Alors, si on reprend un petit peu le parcours patient classique, hein, donc il y a cette aphérèse. Dans des maladies cancéreuses qui étaient initialement réfractaires, il y avait la nécessité de faire ce qu'on appelle un traitement de bridging, c'est-à-dire un traitement qui permet d'attendre alors que ces patients sont réfractaires à toutes les lignes thérapeutiques. Et ce traitement d'attente peut reposer sur la chimiothérapie et ou la radiothérapie. Je ne vais pas revenir cette année sur l'importance de la lymphodéplétion, qui associe le plus souvent la fludarabine et le cyclophosphamide, qui a pour but d'entraîner une immunodéplétion périphérique et d'engendrer un environnement cytokinique favorable avant l'administration des carticelles. Et finalement, les progrès qui ont été faits ces dernières années, c'est sur la durée de la surveillance post-hospitalisation, qui a pu être restreinte progressivement de 14 jours à 10 jours, et pour certains traitements par carticelle, à 7 à 8 jours actuellement.
En dehors de cette surveillance hospitalière dans le modèle français, voire européen, il faut savoir que les patients doivent rester dans un périmètre de l'ordre de 28 à 30 jours post-injection, proche du centre d'expertise, qui fait que certains patients ont dû être pris en charge en relais de l'hospitalisation dans des centres de convalescence pour ne pas être trop loin en cas d'événement indésirable que les centres adresseurs ne pourraient gérer. Ça a concerné pour Bordeaux principalement les patients du sud de la région qui habitaient dans un endroit reculé des Pyrénées-Atlantiques. Alors si on prend les grandes généralités sur le profil de sécurité, je vais parler directement de l'effet on target of tumor, parce que c'est un point important qui permet de déterminer la cible. On veut avoir une cible qui va être reconnue par le CAR et si possible, une cible qui a peu d'importance dans les tissus sains. Alors pour les lymphocytes B, c'est pas trop gênant, on pouvait faire des supplémentations en immunoglobulines polyvalentes, mais pour certaines molécules ou antigènes tumoraux, il y a eu des descriptions catastrophiques de défaillance multiviscérale et de décès par ciblage d'une molécule qui était exprimée dans les tissus sains comme le poumon, dans des cancers du côlon métastatique. Et on va surtout insister sur le CRS et la toxicité neurologique, qui est qui sont les deux événements un peu caricaturaux des suites des carticelles et qui sont en lien avec l'expansion des cellules. Alors, le syndrome de relargage cytokinique, c'est un syndrome, comme son nom l'indique, qui est lié à ces cytokines en forte abondance, qui ressemble à un syndrome grippal et qui va se manifester de façon générale et voire dans des formes plus sévères sur les conséquences sur les appareils circulatoires, respiratoires, neurologiques ou hépatorénales. Il est directement lié à la reconnaissance des carticelles de la cible, engendrant la sécrétion de cytokines interféron gamma TNF-alpha et d'une boucle cytokinique qui va permettre le recrutement d'acteurs immunitaires et qui va amplifier cette boucle, d'où parfois des syndromes catastrophiques cytokiniques qui peuvent même conduire à un syndrome d'activation macrophagique. La toxicité neurologique, c'est l'encéphalopathie cytokinique, cet aspect un peu de brouillard que présentent les patients, qui peuvent entraîner des dysfonctions au niveau des fonctions supérieures, notamment l'écriture. On fait des tests d'écriture plusieurs fois par jour pour voir comment les patients écrivent et on sait que dans un délai de 5 à 7 jours, ils peuvent avoir une dysgraphie, d'autant plus s'ils ont présenté un syndrome de relargage cytokinique préalable. C'est des manifestations qui sont très rapidement heu, apparaissent très rapidement, pardon, mais qui peuvent aussi être très vite résolutives sous traitement et ça ne ressemble pas à un accident vasculaire cérébral ni à une sclérose en plaques. C'est là encore lié à, un profil cytokinique particulier qui va, engendrer une perméabilisation de la barrière hémato-encéphalique, permettant le passage des cytokines puis des acteurs cellulaires dans le système nerveux central, perturbant son fonctionnement. Donc la gestion de cette toxicité des carticelles, elle est liée à cette, reconnaissance et sécrétion de cytokines et les acteurs immunitaires et finalement, on a vu les premières observations ont permis de mettre en évidence que l'interleukine 6 était, augmentée chez les patients présentant ces syndromes de relargage cytokinique et que leur, sécrétion ou leur dosage était d'autant plus important que le grade de syndrome de relargage cytokinique était important et vous pouvez le voir dans les formes les plus sévères, on peut même avoir des taux d'interleukine 6 qui rejoignent ceux du choc septique ou des Covid sévères. C'est ce qui a inspiré notamment certains internistes aux États-Unis par empirisme à utiliser le récepteur l'anticorps antirécepteur à l'interleukine 6, le tocilizumab, voire donc les corticoïdes qui sont les deux traitements angulaires de la prise en charge des complications des carticelles, avec surtout l'anti-RIL6 pour le CRS et les corticoïdes qui sont à privilégier pour la toxicité neurologique. Alors j'ai balayé tout ça assez rapidement parce que j'en avais parlé il y a 2 ans et maintenant je vais essayer de vous donner un peu de nouveautés dans le champ des carticelles, en vous parlant d'abord de ce qui est approuvé, ce qu'on utilise au quotidien. Donc ce n'est pas que de la science-fiction, on utilise beaucoup de carticelles, actuellement. Il faut savoir que depuis les premières AMM en France, il y a eu 5 000 patients traités en France par carticelle. À Bordeaux, on est aux alentours de 60 patients traités à l'année, avec encore quelques limites liées à notre capacitaire de lit. Et finalement, on dispose de plusieurs molécules parce que oui, même si c'est, un support cellulaire, c'est considéré comme un médicament. Donc nous avons, plusieurs, carticelles. Donc ces 2 premiers carticelles qui sont anti-CD19 et produits par le même laboratoire, utilisent une costimulation CD28 et sont, approuvés
dans les lymphomes B diffus à grandes cellules, le lymphome du manteau, la leucémie aiguë lymphoblastique et certains lymphomes folliculaires. Ces noms barbares, en fait, ont été abréviés, donc on peut, au lieu de dire Tisa-Genlec-Le-Sel, on peut dire Tisa-Cel, ça simplifie les questions, et ils vont chacun cibler donc le CD19 pour ces hémopathies lymphoïdes B, mais ils vont différer par leur costimulation, comme vous le voyez ici, sur cette deuxième molécule de Novartis, on est sur une costimulation 4,1-BB, et qui est approuvée pour les lymphomes B diffus à grandes cellules et les lymphomes folliculaires, respectivement à partir de la deuxième et de la troisième ligne, ainsi que la leucémie aiguë lymphoblastique. Et puis le Lysocell, qui est produit initialement par Juno et maintenant BMS, qui utilise la costimulation 4,1-BB, qui est une particularité que l'on va revoir après, qui est principalement indiquée dans les lymphomes B diffus à grandes cellules en deuxième et troisième ligne. Et enfin, on a deux carticelles pour le myélome qui ciblent BCMA avec soit un monorécepteur BCMA, soit une double molécule de reconnaissance de BCMA pour le Cilta-cel, le deuxième dont nous ne disposons pas encore d'AMM en France, mais peut-être que ça arrivera prochainement, c'est simplement aux États-Unis, avec des résultats qui sont très satisfaisants. Je vais vous donner quelques détails sur la prise en charge des lymphomes B diffus à grandes cellules, parce que je trouve intéressant de comparer, même si on n'a pas le droit, ce ne sont pas des essais randomisés, de comparer les résultats. Comme je vous l'ai dit, les molécules de costimulation diffèrent entre ces trois produits de trois laboratoires différents, avec le Lysocell qui a une deuxième particularité, c'est un équilibre CD4-CD8 dans le produit et dans la transduction pour avoir une meilleure tolérance. On voit que la lymphodéplétion va varier selon les protocoles de recherche clinique, ce qui a des impacts potentiels sur le milieu cytokinique induit chez les patients. Les doses varient beaucoup selon les protocoles et ceci a des conséquences sur l'incidence du syndrome de relargage cytokinique. On sait que la costimulation CD28 donne un pic d'expansion des carticelles qui est beaucoup plus précoce, qui explique notamment cette haute incidence de CRS chez les patients qui ont reçu l'Axicel à 93%, donc principalement un syndrome grippal, et peu de différence selon les produits sur les grades supérieurs, c'est-à-dire ceux qui reçoivent des amines vasopressives ou de l'oxygénothérapie. Pour la toxicité neurologique, on voit que l'incidence est très variable, et là encore ce pic brutal et précoce avec le CD28 engendre une augmentation des événements neurologiques. Il y a probablement aussi un effet donc, sur la réponse antitumorale, puisque la médiane de survie sans progression était différente selon les études, mais toutes ces études ont permis d'approuver ces médicaments en troisième ligne thérapeutique pour des lymphomes B diffus à grandes cellules en rechute ou réfractaire. Donc finalement, on voit bien qu'à la fois le domaine de costimulation, la dose cellulaire, la lymphodéplétion ont un impact sur l'efficacité et la tolérance de ces carticelles, et c'est quelque chose qu'il faut retenir aussi pour les applications ultérieures, notamment en immunologie. L'autre élément, c'est qu'on peut s'interroger sur la place de ces traitements en fonction de la ligne d'intervention. Vous avez ici deux essais randomisés. À droite, en troisième ligne thérapeutique, c'est ce que je viens de présenter, et à gauche, en deuxième ligne, ça a été un essai randomisé versus autogreffe de cellules souches hématopoïétiques qui faisait partie des standards de la prise en charge des lymphomes. Et on voit que l'incidence des grades plus sévères de CRS était différente et que la médiane de survie sans progression était différente. On passe de 6 mois à 14 mois, probablement parce qu'on a une meilleure capacité à réduire la masse tumorale avant le traitement par carticelle, qui pourrait expliquer une amélioration des résultats. Donc cette efficacité et cette sécurité est probablement différente en fonction des lignes thérapeutiques, même si je ne suis pas sûr qu'on puisse implémenter cet élément aux maladies auto-immunes, puisque la charge entre guillemets tumorale ou la charge de cible thérapeutique n'est pas la même en comparaison à un cancer. L'autre élément que je voulais souligner aujourd'hui, c'est celui des complications un peu plus tardives, et on va parler de trois choses: les complications infectieuses, la toxicité hématologique et les cancers secondaires. Alors l'hématotoxicité, quelque chose à laquelle nous sommes sensibles en hématologie, parce qu'on a des traitements assez toxiques de façon générale, et on se pose la question de savoir si cette toxicité, elle est transitoire ou plus durable. Et donc des équipes collaboratives européennes et américaines ont pu construire un score à partir de l'analyse d'une grande cohorte de collaboration, et ont montré déjà différentes incidences de thrombopénie. Donc vous voyez qu'il y a quand même plus de 50% des patients qui font une thrombopénie de moins de 50 giga par litre. Il y a 60% des patients qui font une anémie à moins de 8 grammes ou transfusés.
La neutropénie à moins de 1 giga par litre est quand même très fréquente et liée pour tout cela à la fois au cumul des lignes thérapeutiques antérieures, mais également de la toxicité du conditionnement de la lymphodéplétion. Et on observe des neutropénies qui peuvent être profondes, moins de 0,5 giga par litre pendant au moins 7 jours, voire durables pendant 21 jours. Et vous voyez que les fréquences de patients concernés sont quand même assez conséquentes, ce qui a des implications notamment pour vos patients en maladie auto-immune qui ne sont pas habitués à être exposés à ce type de complications. À partir de cela, il a été établi un score pour prédire au point de départ, c'est-à-dire quand on voit le patient avant de commencer la lymphodéplétion, est-ce qu'il va être à haut risque d'hématotoxicité. Et vous voyez qu'en fonction du nombre de points colligés par ces différentes valeurs, le taux de plaquettes, le taux de neutrophils, le taux d'hémoglobine, la CRP, la ferritinémie avant lymphodéplétion, on peut avoir un score composite qui permet de prédire la durée de la neutropénie. Et on voit que la durée médiane de neutropénie n'est pas la même entre ceux qui ont un score élevé. On va avoir une durée qui peut atteindre les 14-15 jours versus ceux qui ont un score faible qui va être en dessous de 10 jours. Et avec notamment sur le diagramme de droite, entre ces faibles risques et hauts risques, certains patients vont avoir une forme aplasie qui va nécessiter parfois la prolongation de facteurs de croissance pour les aider à sortir d'aplasie. Même la discussion de ce qu'on appelle des boosts, c'est-à-dire l'injection de greffons de cellules souches avec des CD34 enrichis. Et ça, pour réduire l'exposition à un risque infectieux qui, comme vous le savez, est augmenté plus la durée de la neutropénie est prolongée. Sur le risque infectieux, ce risque infectieux va dépendre de plusieurs éléments. La neutropénie, évidemment, par son rôle barrière, mais aussi pour les patients recevant des CAR-T anti-CD19 ou anti-BCMA, l'impact sur l'aplasie B, puisque du fait de ce déficit immunitaire humoral notamment, on peut être confronté à de nombreuses infections. On ne le dit jamais assez, mais la lymphodéplétion par fludarabine endoxan est quelque chose de profondément T-dépléteur et de façon prolongée. Et donc ces patients-là sont aussi immunodéprimés avec un taux de CD4 qui est diminué de façon prolongée. Et même si les valeurs numériques peuvent parfois être rassurantes, en fait, il y a une dysfonction prolongée. On ne connaît pas très bien l'impact sur le risque infectieux du traitement par tocilizumab aux doses auxquelles on l'applique chez nos patients CAR-T-cell qui ont reçu une lymphodéplétion. Il faut savoir que certains patients vont recevoir jusqu'à 8 mg kg fois 2 à 3 par jour pour des formes sévères de CRS, ce qui sont des doses qui n'ont rien à voir avec ce qui est utilisé en immunologie clinique. Donc tout ceci expose les patients à un risque infectieux d'abord bactérien dans les premières semaines post-carticelle, puis à un risque fongique dès lors qu'on rajoute en plus une corticothérapie dans la prise en charge des complications. Et ensuite, nos patients vont être à risque d'infection virale, voire d'infection opportuniste type pneumocystose, tous ces risques dont il faut tenir compte. Et ce que l'on voit dans cette étude, c'est que cette incidence d'infections, qu'elles soient bactériennes, virales, fongiques, sont finalement des infections qui peuvent survenir tout au long, hein. Vous voyez qu'il y a des incidences qui augmentent au-delà de 6 mois, même au-delà de 9 mois à 12 mois. Donc c'est un risque qui est permanent, et avec des infections qui sont vraiment très variables, dont il faut avoir connaissance pour ne pas passer à côté et ne pas avoir des décès toxiques liés aux conséquences de l'immunodépression. Donc il a été proposé différentes stratégies pour prévenir ces infections. Je ne vais pas toutes les prendre en détail, mais ça rejoint ce qui est fait en hématologie dans les greffes, voire dans le contexte du VIH, en tenant compte des prophylaxies systématiques la première année concernant la pneumocystose, l'herpès, identifier un éventuel risque à cytomégalovirus, à infection fongique invasive, et puis la place, au-delà des prophylaxies, des stratégies vaccinales renforcées et puis de la supplémentation en immunoglobulines polyvalentes dès lors que les patients ont une hypogammaglobulinémie associée à des événements infectieux répétitifs. Quelques mots sur les cancers secondaires, notamment, je vais essayer de parler avec prudence puisque Aurélie est experte du sujet, mais sur la mutagénèse insertionnelle. Bon, je vais juste parler de deux publications très récentes, même si on avait eu par le passé, d'événements où en fait des patients qui ont reçu des carticelles, donc à gauche pour des myélomes, ont développé un lymphome T dont le séquençage des cellules tumorales a permis de révéler l'insertion du génome du CAR. Donc en fait, c'est des lymphomes développés à partir des carticelles. Et pour le rapport à droite, encore un lymphome T qui en plus était muté TP53, qui est un élément important de la veille cellulaire, de la réparation, et donc des patients qui ont développé des cancers post-carticelles par insertion pathologique.
Quand on parle de cancer secondaire aussi, on parle de second cancer post-carticelle. Pourquoi? Et quel cancer? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que si on regarde cette évolution au cours des années, la proportion de cancer a augmenté chez les patients recevant des carticelles, tout d'abord parce qu'on traite de plus en plus de patients, parce que l'efficacité est améliorée, parce que ces patients initialement ne survivaient pas à leur maladie hématologique primitive et donc on leur permet d'être exposés à un risque de cancer supplémentaire. Et encore des éléments de physiopathologie qui sont mal connus pour savoir si est-ce que le traitement par carticelle percé en lui-même peut expliquer un surrisque de cancer. Donc vous voyez que c'est majoritairement des maladies hématologiques, c'est-à-dire des myélodysplasies, des leucémies aiguës et quelques cancers solides avec une prédominance quand même de cancers cutanés. Et quand on regarde les types de cancers, on voit donc pour les hémopathies, c'est des syndromes mélodysplasiques. On sait que les alkylants qui ont une place privilégiée dans la prise en charge des hémopathies malignes peuvent révéler à distance des cancers secondaires ou favoriser des cancers secondaires, d'autant plus si les patients étaient porteurs de CHIP. Ce sont ces anomalies clonales que l'on peut révéler chez les patients dans le sang périphérique et qui prédisposent à la survenue de cancers ou de fragilité génétique. Pour les autres cancers solides, c'est donc, comme on le voit, les carcinomes épidermoïdes, les carcinomes basocellulaires, puis les cancers de la prostate et autres cancers que l'on voit et qui sont répartis variablement selon les différents carticelles utilisés, avec des prédominances de carticelles qui expliquent parfois la surreprésentation de certains risques associés. Cette étude a implémenté un risque en fonction des bases de données par rapport à l'analyse du surrisque potentiel ou d'un risque ajusté pour les patients qui recevaient ou ne recevaient pas des carticelles. Et cette étude suggère un surrisque de cancer chez les patients qui ont reçu des carticelles. Alors maintenant, quelques ouvertures sur les progrès qui ont été faits dans les carticelles en hématologie. Et d'abord parler du produit de départ, hein, c'est la source mère des carticelles, c'est les lymphocytes T. Il y a beaucoup d'études sur l'impact des chimiothérapies préalables sur la qualité du produit d'aphérèse, conduisant même maintenant à des stratégies d'aphérèse historique, c'est-à-dire avant même de commencer tout traitement d'hémopathie, on peut se poser la question de faire une aphérèse que l'on va conserver pour une éventuelle production ultérieure. Mais je vais quand même parler des stem cell memory, qui sont des lymphocytes T, qui dans leur ontogénie, vous savez, sont entre les T naïfs et les T centromémoires, qui ont finalement une capacité de prolifération et de régénération supérieure, qui sont un peu moins dépendants de l'antigène et qui ont des capacités de homing vers les organes lymphoïdes qui sont améliorées et qui surtout donc sont moins épuisés entre guillemets. Cette étude a permis de décortiquer un peu leur intérêt et leurs bénéfices, puisqu'elles ont montré que ces carticelles versus des carticelles bulk, c'est-à-dire le produit habituel, si on enrichit la production par des naïfs et des stem cell memory, on va voir que leur capacité de sécrétion de cytokines est présente, mais est diminuée par rapport à un CAR-T bulk, que l'incidence de CRS est moindre, et surtout que ce CRS n'ont pas la même cinétique et surtout qu'ils n'ont pas les mêmes grades. Vous voyez à droite qu'il y a moins de grades sévères quand on utilise des stem cell memory. L'autre élément, c'est leur activité. On voit qu'il y a moins d'expression de molécules inhibitrices comme LAC3 et CD57, un peu plus de molécules activatrices comme CD28, HLA-DR et CD25, et ceci s'est expliqué in vivo chez la souris par une aussi bonne capacité à avoir une activité antitumorale. Donc finalement, on a une possibilité d'avoir une production ex vivo qui est raccourcie, ce qui permettrait d'améliorer l'expansion de ces CAR-T in vivo en maintenant une bonne tolérance et une bonne efficacité. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit le laboratoire Novartis à développer le produit YTB qui est actuellement en cours d'essai, alors qui a été exploré en hémopathie, mais qui est maintenant à la base des différents essais de Novartis dans les maladies auto-immunes. L'autre élément, c'est est-ce qu'on ne peut pas utiliser des lymphocytes non conventionnels, notamment pour leur capacité à ne pas reconnaître des antigènes présentés par le HLA et donc avoir moins d'effets alloréactifs contre le patient et vers une stratégie de CAR allogénique ou sur l'étagère, comme on dit. Donc il y a deux types cellulaires d'intérêt, les NK et les gamma delta. Donc vous connaissez les caractéristiques, bien sûr. Et j'ai juste pris cette publication qui est quand même qui a fait l'objet d'un Nature Medicine en 2024, où ils ont isolé des NK à partir des 100 placentaires et ils ont fait une construction assez séduisante. Donc c'est un CAR
NK qui reconnaît le CD19 et qui, dans sa construction, a deux molécules d'intérêt dans la signalisation, la sécrétion d'interleukine 15 pour promouvoir donc l'expansion notamment des NK, et une molécule d'induction de la caspase 9 qui permet d'avoir un gène suicide en administrant un médicament à un patient pour induire cette caspase 9 en cas d'effet secondaire de ce CAR qui serait trop délétère pour le patient. Donc c'est des résultats intéressants. Ils ont pu montrer des médianes, enfin des survies sans progression qui étaient intéressantes. Alors les deux lignes, ça dépend de quoi? C'est de la qualité du produit du sang de cordon, où si le produit était pas trop vieux et assez riche, on avait des meilleurs résultats que si on avait un vieux sang de cordon qui était mal conditionné. Pour les gamma delta, les études sont en cours, je n'ai pas de données à vous fournir chez l'homme. Si on s'intéresse maintenant aux vecteurs, donc les vecteurs classiques sont les rétrovirus et l'antivirus. On a eu d'autres stratégies qui ont été explorées, notamment les ARN messagers qui ont cette capacité de ne pas s'intégrer dans le génome, et ce qui permet d'avoir une expression d'écart qui est transitoire, et donc moins de rémanence d'effets secondaires, moins de rémanence d'effets off-target, enfin on-target, off-tumor, et ce qui permet d'avoir une stratégie de CAR transitoire avant un projet d'allogreffe si on le souhaite. Et puis après tout ce qui est l'édition génétique par CRISPR-Cas9, et donc j'ai repris cet exemple qui est assez intéressant, même si ce n'est pas pour les CAR T-cells, mais pour les TCR T-cells. Ça peut permettre d'envisager des CAR tierces parties allogéniques, parce qu'on peut ainsi déléter le gène de PD1 pour ne pas être sensible à l'environnement inhibiteur du micro-environnement tumoral. Ça permet aussi de déléter le TCR pour éviter le rejet de ces CAR et d'exprimer donc le récepteur chimérique par ce vecteur. Et enfin, les deux enseignements que l'on peut comprendre des évolutions en hématologie, c'est les stratégies qui ont été comprises sur l'échappement tumoral. Donc, notamment si on avait un double ciblage par des CAR T-cells qui peut s'envisager soit par la co-administration de deux CAR en même temps, soit par des CAR bicistroniques. Donc, c'est l'expression de deux CAR différents par la même cellule, ou la cause transduction ou des tandems. Et puis, les autres enseignements, c'est l'environnement tumoral qui va exprimer des signaux inhibiteurs, et notamment le PDL1 qui va être exprimé par la cellule tumorale. Et ça a donné lieu notamment à cette très séduisante étude chez l'homme en phase précoce, où ils ont utilisé des CAR bicistroniques qui exprimaient CD19 et CD22 dans les hémopathies lymphoïdes B. Ils ont fait une dose, enfin des cohortes d'escalade de dose avec, dans ces trois cohortes, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir un CAR bicistronique, ils ont administré aux patients, après l'injection des CAR, du pembrolizumab pour bloquer ce signal inhibiteur. Les résultats cliniques ne sont pas à la hauteur de nos espérances, puisque la survie sans progression n'est quand même pas excellente si on compare aux autres études cliniques, même si ce n'est pas un essai randomisé. Donc pour conclure, je vais essayer de représenter le parcours patient et donc l'implémentation de ces différents éléments. Donc on a vu le rôle important du matériel de départ des lymphocytes. On a vu l'importance des vecteurs et des différentes méthodes de transduction. Je n'ai pas non plus parlé de la transfection ou des transposons. Les constructions sont aussi quelque chose d'élémentaire. La lymphodéplétion, on en a un peu parlé, mais il y a des essais randomisés qui ont comparé différentes lymphodéplétions, ou alors qui sont intéressés à la PKPD de la fludarabine dans le conditionnement. Et tout ça a un rôle sur la durée d'expansion des CAR T-cells, et même sur la possibilité de faire des CAR T-cells frais avec ces méthodes ou ces supports cellulaires qui sont d'expansion rapide, puisque dans certains protocoles auxquels nous avons participé, nous avons pu avoir un délai veine à veine de 7 jours entre l'aphérèse et la réinjection des patients. Donc tous ces travaux ont permis de faciliter le développement des CAR T-cells, et dont on espère qu'ils vont profiter au développement dans l'application aux maladies auto-immunes. Je vous remercie de votre attention.